No. Toujours avec Sébastien Ligné, chef du service politique de VA. On dit VA maintenant ou on dit Valeurs Actuelles? Pierre, on dit ce que vous voulez. Bon, on dit VA alors. Et Jean-Claude Dacier, qu'on ne présente plus. Bien sûr, je voudrais qu'on écoute Éric Zemmour, qui était chez nos camarades de BFM TV il y a quelques instants. On peut changer le droit par une loi, par le Parlement. Si le peuple en donne le pouvoir, je prendrai des lois qui limiteraient cette possibilité des juges de faire tomber toutes les décisions administratives pour des peccadilles juridiques. Le droit doit protéger les individus contre le pouvoir excessif des gouvernements. Il ne faut pas que ça soit l'inverse. Il ne faut pas que le pouvoir soit désarmé par le droit. Et j'estime que depuis des décennies, cet équilibre est rompu par un pouvoir excessif des juges. C'est-à-dire que le contre-pouvoir est devenu le pouvoir. Et ça se retourne contre le pays et contre le peuple français. J'ai une question pour vous, Jean-Claude Dacier. Depuis combien d'années on entend ça? On va changer le droit, on va changer les lois, ça va changer. Il me semble que c'est pas, je me trompe sûrement, mais il me semble que ce n'est pas si vieux. On entend en revanche, là vous avez totalement raison, de plus en plus souvent, et c'est pas seulement dans la bouche de Monsieur Zemmour, qu'il faut décidément changer les lois. Le seul aspect positif, si vous voulez, de cette contre-performance, si j'ose dire, de Monsieur Retailleau, qui tombe mal, c'est sûr, dans le climat actuel entre la France et l'Algérie, cette affaire tombe mal. Et arrêtez de blâmer ce pauvre Retailleau. Il fait la démonstration, je dis pas pour autant qu'il l'a fait exprès quand même, ce serait trop maladroit. Il fait la démonstration que l'état de droit n'est pas adapté aux exigences, n'est plus adapté en tout cas aux exigences de l'opinion qui veut enfin voir l'immigration, notamment l'immigration sauvage, enfin contrôlée efficacement. Maintenant, pour faire cela, il faut en effet changer un certain nombre de lois, de dispositions et de règlements. Est-ce qu'une partie peut être faite par les règlements? Je n'en sais rien. Il faudra probablement faire un référendum avant toute chose. Ça va demander des mois. Pour l'instant, c'est vrai que M. Doualem, qui alors en France, c'est vrai depuis 20 ans, je le disais il y a un instant, avec une famille et des enfants. C'est ça le problème. Là, M. Retailleau a sans doute commis une erreur d'aiguillage. Bon, c'est là où je suis pas d'accord. C'est là où je suis pas vraiment d'accord avec Éric Zemmour. C'est quand il parle que c'est des peccadilles, il donne quand même l'impression qu'on pourrait régler tout cela assez simplement par 2-3 petites lois, par 2-3 petits règlements. C'est beaucoup plus complexe. Les juges disent le droit, ou alors on est perdu. Mais précisément, et c'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est pour ça que je pense que le Rassemblement national, pour le coup, avec leur proposition de référendum, me semble être la seule voie possible d'un changement profond, puisque de toute manière, au-dessus de la loi française, il y a la réglementation européenne. Et c'est notamment la réglementation européenne qui interdit le départ d'une personne ayant donné l'avis à une personne en France. Donc ce Doualem, de toute manière, selon la juridiction européenne et la jurisprudence européenne, n'aurait pas pu sortir. Et ça, pour le coup, ça ne se règle pas, comme le dit Éric Zemmour, par 2-3 petites lois, etc. C'est beaucoup plus complexe que cela. Il faut une majorité, il faut un conseil constitutionnel qui soit d'accord pour changer concrètement la loi. Il faut un conseil d'État qui soit... Et il faut évidemment des instances européennes qui soient prêtes à un changement. Il faudrait Trump qui a une Cour suprême derrière lui, qui a un Parlement derrière lui, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui en France. Un président français qui décide d'engager le bras de fer avec l'Union européenne et de dire... Vos lois, je m'en moque. Vous faites effectivement ce que j'allais vous dire. En effet, il faut ne pas avoir peur, ne pas craindre de faire un bras de fer, comme le général de Gaulle l'a fait en 58-59. Il ne faut pas avoir la peur. Mais il a changé de constitution, le général de Gaulle. Oui, mais enfin, Viktor Orban il ne faut pas avoir peur d'engager le bras de fer quand c'est indispensable à la sécurité et à la protection des Français. Et là, on le voit tous les jours, c'est pas la peine. Les faits divers s'accumulent, ça suffit maintenant. Il faut décidément, les juges, alors là où je suis obligé de marquer une différence avec votre point de vue, il me semble que les juges disent le droit, ou sinon on est foutu. Non mais qu'ils aient quelques pentes et quelques accointances, c'est sans doute vrai, mais ils disent quand même le droit, il faut donc le changer quand il n'est plus adapté. On est bien d'accord. Et l'affaire de l'immigration doit être plus que jamais du ressort de la nation et du pays. Si c'est pas le cas avec l'Europe, il faut engager le bras de fer. Mais moi je suis d'accord, les juges disent la loi, mais le problème c'est que la loi et le droit n'est pas assez strict et n'est pas assez clair. Si vous faisiez des lois qui ne laissent aucune place à l'interprétation,
le juge serait bloqué. C'est ce que j'allais dire. Ils ne de disent ses convictions. Pas, ça s'appelle la jurisprudence. Ce ne sont pas des mégaphones. Ils interprètent le droit. Ils ont la libre interprétation. Ça s'appelle la jurisprudence. Et là, exactement. Et après, ça en devient le droit coutumier ou la tradition, ça dépend qu'on ait un problème avec un certain nombre de juges politisés, c'est une évidence. C'est plus qu'un certain nombre. Georges Fenech le dit très souvent. L'école nationale de la magistrature, c'est un repère communiste. Le truc, c'est que Georges Fenech, interrogez Georges Fenech, il a été magistrat, il sait de quoi il parle. Il dit que en 1981, il y a eu effectivement l'abolition de la peine de mort, mais il y a eu autre chose qui a été instaurée par M. Badinter, c'est qu'il y avait une autre façon d'enseigner le droit. Et dans l'école de la magistrature, on n'enseigne plus le droit comme on l'enseignait avant 81. Voilà, c'est tout. Il y a un moment donné, vous n'avez pas les mêmes textes, vous n'avez pas le même enseignement, vous n'avez pas la même façon de voir le droit, de voir la justice. Vous imaginez ce qui va se passer si le 31 mars est confirmé le jugement qui interdit à Marine Le Pen de continuer au fond à faire de la politique et à se présenter à l'élection présidentielle. On n'en est pas là. 31 mars, c'est une date qu'il faut souligner de 3 traits rouges pour voir si on va pouvoir continuer à espérer dans la démocratie. Vous avez vu cette affiche du syndicat de la magistrature avec la balance où on a d'un côté M. Retailleau et de l'autre côté M. Darmanin. Je suis d'accord. Le syndicat de la magistrature qui est donc pour nos auditeurs un syndicat. M. Darmanin qui a été interrogé sur notre antenne et qui disait écoutez voilà en même temps c'est de l'humour. Pardon, mais ce syndicat... J'ai aussi été victime d'une justice politisée il y a une petite dizaine d'années, donc je suis totalement à vos côtés dans ce combat. Il faut évidemment... Alors, allons-vous sur ce divan. Qu'est-ce que vous avez fait, Jean-Claude ? Racontez-nous. Non, c'est les affaires de Marseille, où j'étais accusé de choses extravagantes avec des juges qui faisaient de la politique. Bon, j'ai touché ça de très près. Néanmoins quoi ? Néanmoins, vous avez vu ce qu'ils font ? Oui, mais sans aucun doute. Vous avez une partie de l'institution judiciaire qui ne correspond plus aux préoccupations des Français. On a un vrai problème. Il faudra à un moment ou à un autre. Le problème, c'est qu'ils infusent leurs idées sur les générations suivantes. Le syndicat de la magistrature, qui est un syndicat qui plaide ouvertement pour les peines alternatives, pour une réforme, pour prendre parti parfois pour la seconde chance, la réinsertion, pour prendre deux faits de parti parfois pour le criminel, ce syndicat-là règne en maître sur l'école nationale de la magistrature. La majorité des professeurs et des enseignants au syndicat à l'école nationale de la magistrature sont de ce syndicat. C'est un syndicat qui bafoue les règles de bienséance, les règles de droit de retrait des magistrats et des avocats. Donc évidemment que c'est un syndicat qui de la magistrature hors de contrôle. Pèse combien ? 30% quand même. Mais c'est énorme. 30% de la population judiciaire, c'est en effet énorme. Allez, un autre sujet rapide avant comment dirais-je ? Alors on me parle. C'est un peu comme, vous savez, Jean-Claude Bourret quand il prenait le téléphone en bakélite et on lui dit alors Monsieur Brigaud, dites-moi ce que vous avez à dire. Non, syntaxe erreur. Bon, alors très bien. Alors on passe à un petit sujet quand même que je voulais que vous entendiez, le président colombien. Parce que Monsieur Retailleau a décidé de dire ceux qui consomment de la drogue sont aussi coupables du narcotrafic. Bon, c'est en France. Mais monsieur, comment s'appelle-t-il ? Je vais retrouver son nom, Gustavo Petro, le président colombien, lui annonce ceci. Parce que si on veut vraiment la paix, il faut démanteler le business. Et ce business pourrait être facilement démantelé. Si la cocaïne était légalisée dans le monde, elle serait vendue comme le vin. Et l'argent serait utilisé pour empêcher les enfants, comme aujourd'hui, de consommer l'alcool ou de fumer. Et la cocaïne est illégale parce qu'elle est produite en Amérique latine, pas parce qu'elle est plus nocive que le whisky. Les scientifiques l'ont analysé, la cocaïne n'est pas plus mauvaise que le whisky. Sébastien, je vous avais déjà dit d'arrêter le single malt. C'est très très mauvais pour ce que vous avez. C'est quand même inquiétant. Non mais c'est fou. Parce que la consommation en France, on n'en parle pas assez, mais c'est un vrai fléau. Il y a eu les chiffres qui sont sortis la semaine dernière, les chiffres du ministère de l'Intérieur sur la délinquance et la criminalité. On a les chiffres donc pour 2024, 290 000 mis en cause pour usage de stupéfiants. Donc c'est seulement ceux qui ont été pris la main dans le sac, c'est-à-dire la partie immergée de l'iceberg. Et au même moment... et 110 morts. Ou 110 morts. On a eu évidemment l'accident de car de Châteaudun qui montre que ce chauffeur sous avec une ado stupéfiant qui est décédée. On a plus de 600 personnes sur la route qui meurent par an
à cause d'un chauffeur sous emprise. Et donc, au moment où Bruno Retailleau évoque l'idée d'une vraie lutte contre le narcotrafic, vous avez une partie, notamment de la gauche, qui instaure un discours à la fois évidemment pour la légalisation du cannabis, mais d'une manière générale, une manière de relativiser la nocivité de la drogue, les fameuses drogues douces, comme on dit, pour finalement dire que ce serait pas si grave. Et donc je trouve que c'est assez inquiétant, notamment chez la jeunesse. Il y a en effet de quoi s'inquiéter quand on voit l'ampleur qu'a prise les phénomènes de drogue dans notre cher pays. Cela étant, j'en reviens pas sur les déclarations du président colombien. Il défend sa filière, il défend les intérêts de son pays. Il a grand tort, il ferait mieux de se taire. Sur la lutte contre les narcotrafiquants et le narcotrafic en général, je trouve que Retailleau a parfaitement raison d'y inclure les consommateurs. Je veux pas les accabler, mais enfin, c'est vrai que c'est vrai que l'ensemble, les consommateurs ont une place éminente, importante dans le développement. Mais c'est l'offre et la demande. Si on arrête d'acheter, il n'y a plus de vente, il n'y a plus de business, donc on arrête. Mais simplement, pour l'instant, ils ont quoi? Une amende de 135 € quand ils sont pris la main dans le sac. On a les hôpitaux spécialisés qui font des désintoxications. Oui, tout vous avez beaucoup de gens qui sont pour la légalisation de tout ça. Pas de tout. C'est peut-être là le problème.